Ouvrage de franchissement et des ponts reliant la ville de Rabat et de Salé. Troisièmement, le projet du tramway qui à lui seul va transporter annuellement, d'après nos prévisions, 55 millions de passagers annuellement. Le tramway, c'est la grande affaire de l'agglomération Rabat-Salé. 4 ans de travaux à prévoir, le tracé est déjà presque finalisé. Nous voici par exemple sur le lieu d'une future station particulièrement stratégique. C'est la partie centrale, la partie commune entre les deux lignes qui sont prévues, reliant Rabat et Salé. Alors on a tendance toujours à parler du tram comme étant un ouvrage de franchissement Rabat-Salé. Mais il ne faut pas oublier que le tramway va relier les Rabatais au Rabatais et les Slaouis au Slaouis. L'addition pour le tramway, 2,5 milliards de dirhams, le prix d'une résurrection des transports collectifs aujourd'hui bien mal en point dans la capitale. Le tramway est un moyen de transport rapide, il sera régulier parce qu'il se déplace sur une voie réservée, il sera régulier et puis c'est un moyen écologique parce qu'aujourd'hui la vallée, avec tous les déplacements que l'on constate, la vallée est très polluée et le tramway est une réponse très écologique à cette problématique. L'environnement de la vallée. Un dossier ultra sensible, suivi de très près par les hommes de l'agence spéciale. La question de l'environnement est au cœur du projet d'aménagement de la vallée. La décharge de l'Oulja et de Ekresh vont être fermées et réhabilitées. Elles seront remplacées par un nouveau centre de stockage qui sera aux normes internationales. Démonstration sur le terrain si l'on ose dire. Bienvenue quand même à Oulja, l'une des 2 décharges où s'entassent chaque jour les déchets d'1,5 million d'habitants. Des montagnes d'ordures à l'air libre, jusqu'à 15 mètres de haut. Bonjour les nuisances. Par exemple, ces foyers de combustion créés par la fermentation des déchets dégagent un gaz toxique, le méthane. Il est enfin question de régler le problème. On va mettre en place un système qui va nous permettre de récupérer ce méthane, d'éviter justement ces foyers-là et de récupérer l'ensemble du méthane à partir de la décharge vers ce qu'on appelle une torchère, ça veut dire un point où l'on va, à travers des systèmes bien dimensionnés, brûler ce méthane. Et donc à travers ce brûlage-là, on va effectivement gagner donc, des émissions de gaz à effet de serre, donc faire des réductions. À questions scientifiques, réponse technique, c'est logique, mais pour les problèmes humains, c'est infiniment plus délicat. C'est toute une industrie qui se développe autour. Oui, tout à fait. Le plastique, les bidons, les cartons, le papier, la ferraille. Alors tout ce monde-là qui gravite autour de la décharge, il faudra pouvoir le reloger ailleurs ou lui trouver une occupation. Une fois que cette décharge sera fermée. Cette décharge archaïque et sa jumelle à quelques kilomètres d'ici vont céder la place à une usine sophistiquée, c'est-à-dire avec des murs et un toit. Le terrain est acquis, l'appel d'offres lancé, les recycleurs qui travaillent ici n'ont pas été oubliés. La nouvelle décharge qui va être réalisée, il est prévu de construire un centre de tri moderne pour accueillir tous les gens qui travaillent sur les 2 décharges précitées. Dans cet univers particulièrement glauque s'agite toute une population. Des jeunes, des anciens, en plein milieu des ordures, tous collectent les quelques matériaux qui peuvent resservir pour les revendre une poignée de dirhams. La décharge, c'est leur gagne-pain, ils la suivront où qu'elle aille. لا الدواء تما تمشي تخدم تما ما عندنا فين نخدموا غير هنا ماشي غير هنا كلشي عمومي الدراري كلشي هادشي اللي هنا بان لا تحولات نقدروا نمشيو نتبعوها حيت ما عندناش فين نخدموا ما كاينش في شركه فين نخدموا ولا شي حاجه ولا. Ces hommes devront avoir quitté l'endroit dans 6 mois. 7 hectares de terrain qu'il faudra ensuite dépolluer et réhabiliter. L'addition s'annonce salée. Ça va coûter 22 millions de dirhams, plus le traitement de l'exivia. C'est ce qui fait un coût total de l'ordre de 30 millions de dirhams pour l'aménagement de l'ensemble de la décharge. Ce n'est qu'une décharge parmi d'autres. C'est l'une des plus importantes. Pompage, d'accord. Déjà, les engins de terrassement sont à l'œuvre pour réhabiliter le site et construire une décharge moderne.
Demain, il n'est pas sûr que les chiffonniers trouvent ici de quoi subsister, peut-être un peu plus loin, nous dit-on. On les fait tomber. À l'intérieur, on va laisser un casier d'exploitation. Ici, on est en train de réhabiliter cette décharge. Ça veut dire qu'on est en train de réaliser des talus et des risbermes pour pouvoir après faire des ensemencements et des plantations et également supprimer tous les écoulements de l'Ixivia qui sont très polluants et qui vont dans le fleuve et l'émanation du biogaz qui se dissipe dans l'air et qui est un gaz très nocif. Donc ces effluents, on va les traiter dans des stations de traitement appropriées. Mais au total, la dépollution du Bourg-Grec dépassera les 300 millions. Ce qui coûte le plus cher, c'est l'élimination du Lixivia, cet appétissant jus d'ordure toxique qui ruisselle et se déverse dans le fleuve. Il est prévu pour traiter le Lixivia qui est très fortement chargé en différentes saloperies, une usine spécialement conçue à cet effet pour restituer une eau qu'on est en mesure d'injecter dans le réseau d'assainissement. Parce qu'une eau comme ça, on ne peut même pas la mettre dans le réseau d'assainissement. Les réseaux d'assainissement, c'est-à-dire les égouts, eux aussi doivent être mis à niveau. Aujourd'hui encore, certains quartiers ne sont pas raccordés, leurs eaux usées se déversent directement dans le fleuve. Facture à prévoir, 250 millions. Alors, l'agence d'aménagement suit de très près le planning du concessionnaire. Rendre au fleuve son intégrité écologique, lui restituer aussi toute sa dimension historique et culturelle, ça fait partie du défi. Nous voici sur le plus ancien site historique du Bourg-Grec, le Chella. Ces pavés, que foulent aujourd'hui les touristes, les Romains les arpentaient déjà il y a plus de 20 siècles. Archéologue et historien passionné, Mohamed Essamar connaît le Chella comme sa poche. Il englobe aussi un hammam, que vous voyez le toit d'ici. Ça c'est le hammam de Chella, qui est un hammam mérinide et qui est contemporain, je dis bien contemporain de hammam l'Alou actuel dans la Médina, quartier Taht el-Hammam. En chercheur enthousiaste, Mohamed se félicite que la dimension culturelle soit intégrée au projet. Des choix ont été faits et une liste de monuments historiques établie noir sur blanc. Alors il y a déjà le site de l'Aqsba des Oudaya, il y a le boulevard Lalo, il y a les portes monumentales de Salé, il y a les murailles de Rabat et de Salé, il y a le relais romain qui se trouve à côté de la rocade autoroutière, et enfin le port phénicien qui se trouve en contrebas du Chella. Au total, 100 millions de dirhams consacrés à la préservation de ces sites. Mohamed voudrait bien que l'on aille encore plus loin, mais il reconnaît que le projet Bourg-Grec est une aubaine pour les archéologues comme lui. C'est une chance inouïe pour le patrimoine architectural. On va essayer de reconstituer les autres parties qui restent encore en dessous de la terre, donc il faut faire de la prospection, de la fouille, et aussi la préservation de tout ce qu'on va trouver à l'intérieur de l'enceinte islamique, du ribat islamique du 14e. Restauration des sites, dépollution du fleuve, circulation urbaine, 3 immenses chantiers qui attendent les aménageurs. Des chantiers qui auraient pu être lancés il y a déjà bien longtemps ou alors ne jamais voir le jour. Les Rbati et les Slaouis peuvent dire merci à leur Bourg-Grec. Avec nous sur ce plateau, Mustafa Bakouri. Monsieur Bakouri, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur général de la CDG. Alors, justement, quel est le rôle de la CDG dans le projet d'aménagement du Bourg-Grec? Bien, la Caisse de dépôt et de gestion a été impliquée dans ce projet depuis son origine, qui remonte à maintenant 3 années. C'est un projet, je voudrais le rappeler, qui rentre dans le cadre d'une grande vision de Sa Majesté Mohamed VI pour les villes de Rabat et de Salé et pour la capitale, qui est Rabat, et aussi pour le Maroc, puisque ce projet a une triple dimension et qui rayonnera largement au niveau national. Donc l'intervention a été dans le cadre d'un groupe de travail qui a été chargé de réfléchir à tous les aspects devant aboutir à la faisabilité intégrale du projet. Il a fallu pour ça traiter des questions techniques, des questions juridiques, des questions financières et des questions institutionnelles comme préalable à la décision de lancer ce projet. Tout ce travail a été fait dans le cadre d'une structure filiale de la Caisse des dépôts, Sabr Aménagement, qui a été connue donc sous ce nom et qui avait comme rôle d'abriter toutes les études rentrant dans cet objectif et qui a donc
mener ces études dans le cadre d'un budget qui lui a été alloué par la Caisse des dépôts d'environ 26 millions de dirhams. Et à l'issue de cette étape qui a abouti sur le plan institutionnel à la nécessité de créer une structure nouvelle, un établissement public, l'agence d'aménagement du Bouregreg, qui va devoir être le dépositaire de la vision, qui va être aussi le dépositaire des prérogatives publiques nécessaires à la réalisation de son projet dans son intégralité et dans des conditions optimales. Donc c'est la filiale de la CDG, Sabr, qui a financé les études dont on parlait dans le premier reportage? Absolument. Et ces études, et je dirais même Sabr Aménagement, aujourd'hui est appelé à être cédé à l'agence de Bouregreg pour en être la structure opérationnelle pour les missions opérationnelles de l'agence. Donc en fait, la CDG a été un peu l'incubateur. Absolument, je pense qu'on peut utiliser ce terme. Et puis ensuite, vous retrouvez vos fonds en rétrocédant. On est un peu dans une de nos vocations, d'être incubateur de grands projets, mais à condition de pouvoir entrer dans nos frais le moment adéquat. Vous l'avez souligné, il y a une forte implication royale dans le projet de l'aménagement du Bouregreg. Alors, est-ce que ce sont des critères économiques qui sont à l'origine des investissements de la CDG dans le projet du Bouregreg? Les critères économiques sont des critères qui sont présents dans nos décisions d'investissement de façon générale. Et ils le sont évidemment dans le cadre de ce projet également. J'ai bien rappelé que pour la partie études, donc nous cédons, nous transférons tout ce qui a été fait, donc tout ce qui a été dépensé à l'agence. Nous rentrons par ce biais dans nos fonds. Pour les actions futures, la CDG serait impliquée à travers, sur certaines parties de ce projet, à travers des filiales opérationnelles, je dirais comme tout autre opérateur, développeur, qui pourrait être concerné ou intéressé par ce projet. Et donc, c'est des considérations purement économiques et financières qui guideront ce genre de décision. Alors justement, la CDG, avec les Émiratis, vous avez constitué une société, la fameuse société Amouage qu'on voyait dans le premier reportage. On vous a vu aller signer le pacte d'actionnaires. Alors comment est constitué le capital de cette société? Alors le partenariat avec nos partenaires, avec Dubai International Properties, qui est la branche qui opère dans l'immobilier à l'international, la branche de Dubai Holding, qui dépend du gouvernement de Dubaï. Le partenariat consiste à créer une structure commune, Amouage, c'est le nom qui a été retenu pour le projet et pour la société également, qui sera détenue à 50% par DIP, à 50% par la CDG, par l'agence d'aménagement du Bouregreg. Et on va réserver sur ces 50% côté marocain, 20% qui pourront être placés auprès d'institutionnels marocains qui souhaiteraient être partie prenante de ce projet. Alors, la présence des Émiratis dans le capital, est-ce que ça va se traduire par un apport de capitaux financiers ou bien votre présence, la CDG, va permettre plutôt à cette société de pouvoir lever des fonds avec une garantie? Notre présence dans cette société, aussi bien les Émiratis que la présence des investisseurs marocains dont nous constituerons le noyau central, c'est une présence d'investisseurs. Donc nous sommes amenés chacun, pour ce qui le concerne, à apporter la quote-part des fonds qui correspondent à sa participation. Donc les Émiratis apporteront 50% du capital nécessaire pour la réalisation de ce projet et nous mobiliserons ensemble les capitaux complémentaires parce que pour optimiser le financement de ce projet, on fera aussi appel à des capitaux externes. Vous allez mobiliser les fonds sur le marché marocain ou sur le marché étranger? Alors, pour la partie capitale, chacun apportera sa quote-part. Donc les Émiratis apporteront leur quote-part de Dubaï. Et pour la partie mobilisable auprès des banques, donc cette partie capitale est estimée aujourd'hui à quelque chose comme 30 à 35% de l'enveloppe globale d'investissement, qui je voudrais rappeler, qui est de l'ordre de 18 milliards de dirhams. Ça fait les 2 milliards de dollars qui avaient été annoncés au moment où on a rendu public ce projet. Pour la partie mobilisable au niveau du système bancaire, donc il y aura le recours à la fois au système bancaire national qu'international. Alors, dans la mesure où ce projet va être également commercialisé à l'international pour attirer des investisseurs finaux nouveaux qui viendraient, qui seraient attirés
grâce à ce genre de projet, pour s'installer à Rabat, pour investir à Rabat et à Salé. Alors justement, dans la formule qu'on a trouvée,